BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Nous sommes de retour, voilà, de quoi je me mêle, deuxième partie, toujours sur BFM Business. Merci de nous suivre, de nous regarder ou de nous écouter d'ailleurs, que ce soit sur BFM Business ou sur les différentes applis. Je sais que vous êtes très nombreux à télécharger le podcast de quoi je me mêle et je vous en remercie chaleureusement. Deuxième partie sur de quoi je me mêle, avec notre club de la presse IT toujours. On commente l'actu de la semaine avec Anthony Morel, journaliste à BFM Business, que vous retrouvez le matin bien sûr sur BFM Business, mais aussi sur RMC avec Estelle Denis, et puis Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com. On a beaucoup parlé de VR, etc. Je vous rappelle toujours aussi l'engagement que nous avons pris avec Anthony et Eric de ne pas prononcer le mot Elon Musk. Alors, sauf là, bien sûr. On en est déjà à 3 fois prononcé depuis le début. Mais bon, après, ne pas parler de lui. On arrête. À partir de maintenant, on arrête. C'est fini. C'est promis. Et pour cette deuxième partie, on va vivre, en tout cas, Anthony, tu vas nous raconter une vraie histoire d'espionnage industriel, passionnante. C'est cette histoire de vol de secrets industriels chez Apple. J'adore cette histoire, c'est mon histoire préférée cette semaine. J'adore les romans d'espionnage, et là il y a ce petit parfum effectivement de John le Carré. Alors c'est dingue, en fait Apple a déposé plainte, on a appris ça cette semaine, contre une start-up californienne qui s'appelle Rivos, assez mystérieuse. Ils ont un site internet, moi je suis allé voir, alors c'est juste une page, il n'y a pas grand chose, on peut postuler, on va comprendre pourquoi, et c'est à peu près tout. On sait qu'ils travaillent sur des puces pour les ordinateurs et pour les smartphones. On n'en sait pas beaucoup plus. Et en fait, cette start-up est accusée par Apple de lui débaucher tous ses salariés. En gros, en l'espace de 6 mois, elle a débauché 40 ingénieurs, enfin 40 salariés et beaucoup d'ingénieurs chez Apple, des ingénieurs spécialisés dans le design des puces. C'est qu'Apple... Donc les puces M1, les choses comme ça. Les A15, les M1, donc les puces pour iPhone et les puces pour les Mac. C'est le trésor de guerre d'Apple aujourd'hui. Qui sont vraiment le trésor de guerre d'Apple, qui ont demandé évidemment des milliards de dollars de recherche et d'investissement. Donc c'est un gros enjeu pour Apple. Alors, jusqu'ici, on pourrait se dire, oui, enfin bon, ok, c'est la loi du marché. On a le droit d'aller débaucher. S'ils proposent des meilleures conditions, des meilleurs salaires, bah écoutez, ils vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non. Là où ça va un petit peu plus loin et où Rivos pousse peut-être le bouchon un peu trop loin, c'est qu'apparemment... C'est qu'ils ont débauché Tim Cook. Exactement. C'était le scoop. Lui-même a craqué. Ils lui ont proposé vraiment un très très gros salaire. C'est vrai. Vraiment. C'est vrai. Mais alors, non, ce qui est dingue, c'est qu'apparemment, c'est ce que dit Apple, il faudra voir la version de Rivos derrière, mais c'est que Rivos a demandé à ses ingénieurs qu'il a débauchés, avant de partir, de piquer toutes les données possibles et imaginables chez Apple, concernant les fameuses puces, évidemment, vous avez bien compris. Donc la plainte cite le cas d'au moins 2 ingénieurs qui ont été contactés. Alors on leur a demandé d'installer sur leur iPhone la messagerie Signal, c'est messagerie chiffrée, donc histoire de pouvoir continuer à discuter en dehors des oreilles indiscrètes, on va le dire comme ça. Et apparemment, on leur aurait demandé, tu siphonnes tout ce que tu peux, et donc plusieurs salariés auraient embarqué des centaines de gigaoctets de données piqué chez Apple. Apple s'en est rendu compte comment ? En fait, lorsque les salariés sont partis, ils ont scanné, donc ils ont rendu leur iPhone et leur Mac professionnels, et Apple a scanné en fait ces appareils. Et ils se sont rendus compte de toute l'activité qu'il y avait eu, et notamment que déjà, c'est un peu chelou ça quand même, non ? Alors oui, mais je ne sais pas s'ils l'ont fait parce qu'ils avaient un soupçon ou s'ils le font pour tous les salariés qui partent, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont scanné les appareils et ils se sont rendus compte qu'il y avait des activités suspectes, que les mecs avaient récupéré plein de fichiers, des milliers de fichiers, et les avaient fait sortir sur des disques durs externes. Et donc si c'est avéré, parce qu'encore une fois, ce sont des accusations pour l'instant, c'est un énorme scandale de vol de propriété intellectuelle, de vol de données industrielles en fait. Voilà, tout ça se fait évidemment de manière très discrète. Tu nous en parles ce soir, mais ça n'a pas fait les grands titres de l'actualité, finalement. Clairement alors que parfois, la tech, on parle de trucs qui sont beaucoup plus anodines que ça. Ouais, c'est vrai. Parce que, évidemment, au-delà de ça, pour Apple, le culte du secret, c'est un combat de tous les instants. Évidemment. Eric, on le voit depuis des années. Oui. Apple court après c'est secret. Oui, alors là, effectivement, c'est vraiment le culte du secret chez Apple. Mais là, en l'occurrence, les gens qui travaillent sur les processeurs Apple Silicon, alors c'est des gens qui étaient responsables notamment du design des puces. C'est ces puces qui permettent aujourd'hui à Apple de se distinguer de la concurrence et qui est en train de tuer Intel gentiment. Sont vraiment exceptionnels, quoi. C'est vraiment de la belle conception et c'est vraiment quelque chose qu'ils ont. Oui,
lequel il faut monstres beaucoup de travailler. puissance. Donc là, c'est normal. En fait, c'est normal que Apple, pour le coup, ait un culte du secret là-dessus. N'importe quelle entreprise de même calibre qui fabrique des puces. Enfin, je suppose que si que les gens chez Nvidia qui travaillent sur leur design de puces ou chez Intel ont le même genre de contraintes, parce qu'effectivement, les gens dont parle Anthony, voilà, quand ils arrivent chez Apple, ils signent non seulement un contrat, mais aussi beaucoup de clauses qui leur disent attention, tout ce que vous allez faire ici, ça reste ici. Vous n'avez pas le droit d'en parler nulle part. Et même quand vous allez quitter l'entreprise, évidemment, vous n'avez pas le droit de partir avec le travail que vous avez fait, ni même d'en parler. Donc ça, c'est des clauses qui sont drastiques, hein, et évidemment que ces gens-là auraient violé. Donc, mais en fait, pour le coup, Apple a le culte du secret, oui, mais c'est normal aussi que dans ce genre de poste et de situation, c'est vrai que c'est deux sujets un petit peu différents, en effet. Parce que c'est indispensable pour eux de garder le secret, leurs secrets industriels qui sont là. Mais après, est-ce que ces gens-là, enfin, tu vois, tu travailles, je sais pas moi, quelques années chez Apple, tu designs ces puces, tu as tout un savoir-faire et une culture que tu as acquise en fait. Ouais, c'est ça. Et ça fait partie de ton expérience professionnel. Oui, voilà. C'est dur tu vois, de dire séparer. Ah non, attendez, les puces, je ne sais pas ce que c'est. J'oublie tout ce que c'est. Jusqu'à ce qu'Apple invente un effaceur de mémoire. Mais c'est vrai, c'est un Non, problème. Quelle est la limite entre ton expérience que tu as acquise, ton expérience professionnelle et ton savoir sur la conception de puces, etc. et le secret, la violation du secret industriel. Je pense que tu as raison, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors des fois, ils ont des contrats où ils peuvent pas travailler chez la concurrence pendant X années. Donc ça peut aussi, tu vois, ça te crée, si tu bosses pas sur ce sujet-là spécifiquement pendant 1 ou 2 ans, déjà ça te coupe complètement de toute l'innovation. Mais après, tu as raison, on peut pas pas couper son cerveau en deux, c'est absolument impossible. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire incroyable. Ça se propose sur Apple TV+. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de ce patron fantôme de l'Apple Car qui était parti de chez Apple pour aller chez Ford, je crois. Ouais, tout à fait. Mais ce gars-là, il a tous ses secrets. Mais il a tous ses secrets de l'Apple Car. Mais il évidemment. sait à quoi va ressembler cette voiture dans 5 ans. C'est sûr. Sauf si Apple. Mais voilà, il arrive chez Ford. Qu'est-ce qu'il fait le mec ? Il n'est pas dans Men in Black, on va pas lui mettre un petit truc comme ça, un petit flash pour qu'il oublie tout. Il est obligé de prendre, enfin en tout cas de se servir de tout ce qu'il a acquis chez Apple pour imaginer la voiture de demain chez Ford. Oui, mais pour moi il y a 2 sujets. Il y a ce sujet-là et tu peux signer toutes les NDA que tu veux. Moi je pense que ce problème-là il est insoluble. Enfin c'est vrai que c'est très très compliqué. Donc j'imagine qu'Apple prend ça en considération aussi d'ailleurs. Dans le fait de compartimenter au maximum l'information auquel ont accès tel et tel ingénieur. Des fois, on critiquait pas mal Steve Jobs pour ça, jusqu'à l'obsession. On disait, mais pourquoi est-ce que lui qui travaille sur un truc qui est très très proche de lui, et ils communiquent pas entre eux ? Justement pour cette raison-là, parce que le mec, s'il est débauché, demain, il aura les informations sur le truc spécifique sur lequel il bossait, et pas sur sur quoi bossaient ses voisins. Donc il y a cet aspect-là. Mais là où ça va quand même beaucoup plus loin, c'est que là, on parle quand même de mecs qui sont partis en piquant des données. C'est encore autre chose. Moi, ça pose quand même plein de questions. D'abord, mais là, il y a violation de brevet, non forcément. Là, au bout d'un moment, si c'est Rivos, les mecs peuvent faire de la prison, très clairement. Rivos sort une puce, Apple va les attendre au tournant. Mais bien sûr. Mais déjà, moi, c'est ma question, c'est qui se cache derrière Rivos ? C'est quoi cette entreprise, tu vois, très étonnant, qui est capable de débaucher 40 mecs de chez Apple avec les salaires qui vont avec et de leur demander de piquer des brevets. Ce qui est intéressant avec Rivos, en fait, c'est que c'est une boîte qui travaille alors Apple travaille sur la base de technologie ARM, c'est la base de leur puce, c'est du ARM. Et Rivos, eux, sont en train de travailler sur une technologie qui est toute nouvelle, qui émerge, qui s'appelle RISC-V et qui est en fait on va dire une variante open source des technologies ARM. C'est une toute nouvelle façon de voir les puces. Ça peut aussi attirer, à mon avis, certains ingénieurs, ceux qui en l'occurrence étaient épinglés par Apple. Ça fait quelques années qu'ils sont chez Apple. Ça fait, je crois que il y en a un qui date, ça remonte à 2008, l'autre 2014. Ça fait déjà quelques années qu'ils sont chez Apple. Et peut-être que quand on leur dit, on va travailler dans une start-up beaucoup plus agile avec sur une nouvelle technologie de puce, il y a tout à faire sur RISC-V, ça commence. Et ça pourrait, dans 10-20 ans,
faire vraiment des puces qui vont poser problème à ARM, peut-être. Mais voilà, c'est un peu, voilà, ils arrivent un petit peu en mode, voilà, on va tout chambouler, on est en mode discret, on se montre pas. Ça peut aussi attirer des gens, je pense, plutôt qu'ils sont peut-être, ils en ont un peu marre de bosser dans une des plus grosses entreprises du monde. Ils sont en mode furtif même. C'est ce qu'ils mettent sur leur petit site internet, leur page d'accueil, c'est We're in stealth mode. J'adore. C'est vraiment là, on pourrait pas mieux dire. Non, en mode furtif, ils sont vraiment furtifs. Mais ça doit rendre fou Tim Cook, mais tu m'étonnes. ces histoires-là. Franchement, je serais patron d'Apple, je l'aurais mauvaise aussi. Ouais, Ce qui risque pas de m'arriver. Mais... Tu dois mettre des caméras tous les centimètres dans les bureaux de ces gars-là. On comprend la culture effectivement presque paranoïaque. Encore une fois, on parlait de Steve Jobs, c'était un peu pas le reproche qu'on lui faisait, mais en tout cas, il avait cette réputation de paranoïa totale. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les secrets sortaient moins, d'une manière générale, d'Apple. Même, y compris d'ailleurs pour les sorties des nouveaux produits, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on allait au keynote d'Apple, à l'époque, on savait absolument pas ce qu'elle allait être présentée. Enfin, vraiment, il y avait une surprise qui était totale, alors qu'aujourd'hui, quand tu vas à une keynote d'Apple, tu sais globalement ce qui va être annoncé, mais après, avec beaucoup de... Après, il y a deux paramètres. C'est qu'à l'époque, Apple était beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, à l'époque, Apple ne fabriquait pas des centaines de millions de smartphones des mois avant leur sortie. T'as tout à fait raison. C'est ça. C'est les deux éléments qui ont changé complètement ces dernières années. Dans quelques mois, il y aura des containers d'iPhone 14 qui seront prêts à être embarqués un peu partout dans le monde, des semaines avant qu'il y ait une keynote Apple. T'as tout à fait raison. C'est ça le problème. Et forcément, il y a bien un mec quelque part qui prend un téléphone. Il y a trop de maillons dans la chaîne pour qu'il n'y en ait pas au moins un qui soit faible à un moment. C'est impossible. C'est évidemment. On sait qu'il y a des mecs à la sortie des usines Foxconn qui viennent proposer avec des liasses de billets d'acheter des accessoiristes pour avoir un prototype, un machin, un modèle qui sort juste pour avoir la taille, le format du téléphone, etc. Je rebondis juste sur ce que tu disais, parce que c'était intéressant sur qu'est-ce qui se passe si effectivement cette boîte Rivos sort demain une puce, Apple va les attaquer en justice. Ce qui a une sorte de précédent, entre guillemets, c'est l'affaire, je ne sais pas si tu te souviens, Anthony Lewandowski, ça vous dit quelque chose? Non. C'était ce salarié de chez Google, de Waymo, qui était la filiale voitures autonomes de Google. Je crois même, j'ai peur de dire une bêtise, mais que c'était le chef ingénieur, ou enfin en tout cas c'était un des top ingénieurs. C'est l'un des inventeurs de la voiture autonome de Google. Et le mec était parti avec 14 000 fichiers dans la poche, enfin, je sais pas exactement comment il les a sortis. La clé USB la plus chère du monde. Une belle clé USB avec plein de choses dedans. Et il est parti créer une autre entreprise qui s'appelait Auto, spécialisé dans les camions autonomes, donc dans laquelle il a probablement utilisé, travaillé, tu vois, un peu travaillé, et entreprise qui a été ensuite rachetée par Uber, et ça avait donné lieu à un gros procès. Et d'ailleurs, l'ingénieur et Uber aussi d'ailleurs avaient été condamnés, c'est des centaines de millions de dollars d'amende, et lui avait été condamné à 18 mois de prison avant d'être gracié finalement par Donald Trump. Mais en tout cas, il avait été condamné. Donc voilà, tu vois, il y a ce précédent. Effectivement, je pense que si Rivos sort une puce qui ressemble pas mal à celle d'Apple, ça va poser quelques problèmes juridiques, on va pas se mentir. Il faut vite qu'ils aillent au Panama ou je sais pas où créer tout ça. Tiens, puisqu'on parle de ce sujet, Apple qui est aussi attaqué de toutes parts, vous le savez, alors dans le collimateur de l'Union européenne depuis pas mal de temps avec l'affaire de l'App Store. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais visiblement, à partir de 2024, la configuration de notre iPhone risque de changer, avec pourquoi pas des stores alternatifs. Autant ça paraissait surréaliste de dire ça il y a encore quelques mois, mais là, on se dit, tiens, et je suis sûr qu'Apple est en train d'y penser aussi, d'y songer fortement. Et là, encore une fois, Apple pointé du doigt avec cette histoire de puce NFC qui est dans tous les smartphones aujourd'hui qui sortent, que ce soit Android ou Apple, ils ont tous une puce NFC. Le seul problème, c'est qu'Apple, bien évidemment, dans son culte de l'écosystème fermé, garde sa technologie NFC pour lui, et c'est ce que reproche en fait l'Union européenne. C'est exactement la même histoire que pour l'App Store en fait. C'est vraiment cette histoire d'un écosystème complètement verrouillé. En gros, Apple est un gardien du temple jaloux qui conçoit des technologies, mais qui n'en laisse aucun accès, ou qui en garde en tout cas très jalousement l'accès par rapport à des développeurs tiers par exemple. Et donc là, en l'occurrence, ce qui est le cœur du problème, ce sont les puces NFC effectivement des iPhones, donc qui permettent le paiement sans contact. Et ce que reproche la Commission européenne à Apple, c'est de ne pas laisser un accès à des développeurs tiers qui voudraient par exemple développer une boutique d'application, un système de paiement en ligne ou sans contact qui
utiliserait la puce NFC d'Apple. Ça, c'est contraire aux règles de la concurrence européenne parce que ça freine l'innovation et que ça limite le choix des consommateurs. Ça, ce sont les arguments que donne la Commission européenne dans ce. Alors c'est une procédure qui commence juste. C'est la communication des griefs pour l'instant. Donc ils ont donné leurs arguments. Apple va donner ses contre-arguments. Voilà. Bien sûr, parce que pour qu'on comprenne bien, si vous avez un Apple et que vous avez Apple Pay, vous comprenez exactement le système. C'est que vous appuyez 2 fois sur le bouton, vous avez le Face ID et vous pouvez payer en posant votre téléphone sur le terminal bancaire. Donc ça, c'est le NFC. Mais vous vous dites, tiens, j'ai Visa, j'ai American Express, moi j'ai ma carte Ticket Resto sur mon téléphone. Donc pourquoi c'est ouvert finalement ? Eh ben non, c'est pas ouvert parce que en fait Visa, American Express est obligé de donner un petit pourcentage de chaque transaction à Apple parce que ça passe par les fourches codines du soft d'Apple. Et c'est ça qu'on reproche un peu à Apple, c'est qu'il pourrait très bien libérer en fait la fonction NFC, la technologie NFC pour qu'ils ne soient pas obligés à chaque fois d'être comme ils sont sur l'App Store, des espèces de pourvoyeurs de pourcentage de com, quoi, en quelque sorte. C'est ça le souci. Oui. Et voilà. Et c'est vrai que c'est la même histoire que pour le store. Et en fait, on peut se dire quand même que c'est complètement dingue. Parce qu'en vrai, la technologie existe sur le téléphone. Donc en fait, elle est juste bloquée. C'est un blocage qui est fait volontairement. Alors que sur Android, par contre, ça marche très bien. Mais bien sûr. N'importe quelle application Android, par exemple, typiquement, l'application Vélib, par exemple, sur Android, vous avez approché d'un Vélib, là, sur iPhone, c'est plus compliqué parce qu'il faut passer par Apple Pay et que du coup, effectivement, Apple, je ne sais pas si vous vous souvenez de la RATP. Cette histoire de la RATP, ça fait des années que la RATP se bat contre Apple pour qu'il libère le NFC pour qu'on puisse rentrer dans le métro, le pass Navigo. Et on n'y est pas encore. D'après ce que j'ai compris, ça pourrait s'arranger dans les mois qui viennent, mais ça a duré des années parce que la RATP n'arrivait pas à se mettre d'accord au niveau financier. C'était même pas un problème technologique, c'était un problème financier. Oui, mais Apple voulait sa petite com. Ouais, mais non, mais vous savez l'argument que met en avant Apple. Bien sécurité, comme toujours. Voilà. Là aussi, bingo. Bah oui, c'est que non, ils ont fait un communiqué pour répondre à la Commission européenne. Ils ont dit bah oui, mais c'est pour votre bien si on fait ça. Comprenez bien que c'est pour la sécurité des utilisateurs. Ils mettent en avant un autre argument qui pour le coup peut s'entendre. Ils disent oui, mais enfin bon, les systèmes de paiement, il y en a plein et si vous n'êtes pas content, en gros, vous pouvez les regarder chez Android si c'est mieux. Voilà. Enfin, ils le disent pas dans ces termes-là, mais enfin c'est à peu près ça en substance. Ce qui pour le coup peut s'entendre, c'est vrai. On a le choix après tout. Voilà, si on mais si tu veux un iPhone et passer par un autre système de paiement qu'Apple. Tu passes par Android et puis voilà. Parce que c'est vrai que c'est aussi c'est un abus de position dominante. Donc ils disent aussi il y a d'autres choses. Ils l'ont déjà dit d'ailleurs pour le sideloading, pour le fait de pouvoir installer des applications. On ne peut pas le faire sur un iPhone autre sans passer par l'App Store. Et Tim Cook l'a déjà dit, mais vous voulez installer des applications, vous voulez acheter un Android parce que c'est effectivement des problèmes d'abus de position dominante. Il existe d'autres systèmes que celui d'Apple et donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser nos solutions. C'est effectivement une défense qui se tient. Et Android a 85% de part de marché en plus, donc c'est pas comme s'ils avaient un monopole. Donc c'est un argument en tout cas qui pèse, qui a du poids. Mais par contre, moi je pense quand même qu'ils vont être obligés de libérer Apple Pay, comme ils vont être obligés de laisser ce qui aurait dû être d'ailleurs dès le départ. L'informatique a été changée au moment où Apple a créé l'App Store en disant c'est nous maintenant qui allons distribuer les logiciels. Ça s'était jamais vu et moi je me rappelle qu'à l'époque ça m'avait scandalisé parce qu'en fait on perdait le contrôle sur le matériel qu'on achetait. Et on disait à Apple, alors oui, à l'époque, ils parlaient même pas vraiment de sécurité, ils en parlaient un petit peu, mais bon, surtout, ils se sont dit, mais c'est génial, on va pouvoir faire transiter par nous c'était une super idée d'ailleurs, ça a très bien marché. Mais il paraît que Steve Jobs n'était pas d'accord au début. Au début, il voulait même pas l'Apple Store. Non, il voulait des web apps. Mais pour l'utilisateur, c'est une privation de la liberté. Donc en fait, c'est là que ce qui va se passer sans doute, et merci l'Europe pour le coup, c'est que Apple va être obligé de laisser n'importe qui faire ce qu'il veut avec son téléphone. Ce qui est déjà, à mon avis, un grand progrès par rapport à ce qui a existé depuis 2008. Mais ça va nécessiter beaucoup d'énergie et ça va surtout prendre énormément de temps. Ouais, c'est toujours pareil, c'est des gros bras de fer, mais on voit quand même que la Commission européenne rigole pas. Vis-à-vis des GAFAM, on voit ces dernières années, ça a été quand même des grosses amendes, vraiment des patates mises à Google, qui s'est pris 4,3 milliards d'euros à payer pour abus de position dominante sur Android. Apple avait été pris aussi pour
rembourser les impôts qu'ils n'avaient pas payés, 13 milliards d'euros, enfin, même si ça avait été annulé ensuite. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a une volonté là, de saquer les GAFAM de manière La assez différence aussi, c'est le pourcentage des amendes. C'est-à-dire que là, ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial d'une boîte américaine. 34 milliards d'euros c'est correct. pour Apple. 10%, ça commence à faire beaucoup. Et là, je pense qu'ils réfléchiront malgré tout. 34 milliards. Ouais. Puisqu'on parle... Presque un Twitter. C'est dingue. Hein, quand même. C'est clair. Tiens, il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on évoque justement, puisqu'on parlait de NFC et de sécurisation en fait de données, eh bien la volonté du gouvernement d'accélérer sur la carte d'identité, qui, vous le savez, depuis l'année dernière, je crois, ou depuis le début de l'été dernier, on a changé de format de carte d'identité avec dedans du NFC, etc., etc. Et l'idée, Anthony, c'est de pouvoir dupliquer, de cloner cette carte d'identité et de la mettre dans ton smartphone. C'est exactement ça. C'est un décret du ministère de l'Intérieur là, qui a été publié ces derniers jours et qui annonce la création d'une application mobile qui va permettre une identification et une authentification électronique. Donc en gros, on aura l'équivalent de la carte d'identité. Alors, il faudra déjà posséder une carte d'identité de dernière génération, donc les petits formats avec toute l'électronique à l'intérieur. Ça va prendre du temps pour changer en fait tout le parc de cartes d'identité. Le renouvellement va prendre beaucoup de temps, effectivement. Et une fois qu'on aura ça, eh bien, alors à condition aussi d'avoir un smartphone NFC, parce que c'est la condition sine qua non pour pouvoir connecter les deux, eh bien, on pourra en fait intégrer sa carte d'identité dans son téléphone, ce qui permettra d'avoir un accès plus facile, notamment toutes les applications de services publics, tu vois, l'assurance maladie, les impôts, ce genre de choses. C'est assez intéressant parce que c'est l'alternative, j'allais dire, à Alicem. Vous vous souvenez de il y avait eu toute une polémique autour d'Alicem, qui était une application sur laquelle travaillait le ministère de l'Intérieur, qui était une application pareille de carte d'identité numérique, mais qui utilisait de la reconnaissance faciale. Et c'était un peu polémique, voilà, parce qu'en gros, l'idée c'était tu scannais ton visage et tu pouvais te connecter au site des impôts, voilà. Donc ça plaisait pas à tout le monde évidemment. Là, on va dire que c'est une version un peu plus soft. Tu peux le faire sur le site des impôts aujourd'hui. De quoi te connecter avec leur reconnaissance faciale ? J'ai l'appli impôts.gouv sur mon iPhone. En ce moment, en plus, malheureusement, je la consulte assez souvent, puisque c'est le moment. C'est la période. Et en fait, avec l'appli, tu peux mettre en route Face ID pour te déverrouiller. Mais en fait, ça passe par Face ID. Ça passe par Face ID. C'est pas le système maison. Voilà, c'est ça. Parce que là, l'idée, c'était quand même que c'est le gouvernement qui gère le truc. Ce qui, de mon point de vue, bref. Après, on pourrait avoir tout un débat sur la reconnaissance. Je sais pas si c'est plus grave que tu vois, le ministère de l'Intérieur et mon visage plutôt qu'Apple. Mais enfin, après, on peut en discuter. C'est vrai. On peut en discuter. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une vision un petit peu plus soft de la chose, mais quand même d'aller vers une carte d'identité complètement numérique, complètement dématérialisée. Ouais. Eric, c'est un sujet qui t'inspire. Prendre son avion et ne plus avoir de carte d'identité et de tout avoir sur son smartphone, c'est quand même assez pratique, moi je trouve. Ouais, alors j'espère que ce sera possible. Si c'est le cas, parce que pour l'instant, c'est pas les cas d'usage, ceux que tu citais. Je sais pas si ce sera ça, typiquement cet usage-là. Est-ce qu'on pourra se balader demain juste avec son smartphone ? En même temps, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, parce que si on te vole ton smartphone là, vaut mieux avoir les deux, je pense. Mais ça peut avoir un intérêt aussi pour pour simplifier au-delà de tout ce qui est procédure avec on va dire le service public. Aussi, ça pourrait simplifier par exemple les inscriptions sur certains sites qui demandent une identité, les banques par exemple, ou aussi tout ce qui est location de voitures par exemple, parce que comme ça vous aurez directement je sais que alors c'est pas le permis de conduire, mais on peut imaginer que demain ce sera étendu au permis de conduire. En un clic, on pourra sans avoir à scanner des photos qui seront validées, etc., assez facilement pouvoir s'inscrire sur des sites. Et je pense que il y a aussi un gros débat sur les sites pornographiques et comment aujourd'hui les sites pornographiques sont des vrais passoires et laissent n'importe quel mineur accéder par juste une boîte de dialogue. Là aujourd'hui ça se complique la situation pour eux, et ce genre d'usage pourra être aussi possible, c'est-à-dire qu'on demain un site pornographique pourra vérifier que vous êtes bien majeur en utilisant, alors ils disent bien que ce sera anonyme, mais ça pourrait être une solution aussi pour ce genre de problème. Coucou les gars, je vais sur YouPorn. C'est bien moi, regardez, c'est mon visage. Voilà. Ça va être sympa, tiens, cette histoire-là. Mais au moins valider le fait que la personne qui visite le site est majeure et non mineure, ce qui pourrait être utile dans ces situations. Enfin, c'est un pas important de franchi quand même sur l'identité numérique. Il faut savoir que je crois dans certains États américains,
c'est le permis de conduire qui est sur Qui est l'iPhone. dématérialisé, ouais. Voilà, qui est dématérialisé. Bon, il faut que maintenant Apple ouvre le NFC. Encore une raison de plus. Voilà. Voilà. Mais là, je pense qu'ils vont. Ça, c'est possible. Je pense qu'ils vont le faire quand Ouais. même. Non, mais ça va prendre du temps, tu as raison de le dire, c'est le temps que tout le renouvellement se fasse. Et puis, il faut le préciser aussi, je crois que je ne l'ai pas dit, mais c'est facultatif, hein, évidemment. Oui, Ce bien sera sûr. facultatif, Oui. c'est si tu choisis. Après, c'est un confort supplémentaire. Voilà, exactement, c'est un confort Tu acceptes supplémentaire. ou pas Eh bien voilà, messieurs, merci beaucoup. C'était passionnant tout ça, hein, actu malgré tout assez dense. Merci à Anthony Mourad, journaliste à BFM Business, et à Éric Le Bourlou de 01net.com. Ce de quoi je me mêle est terminé. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Merci de nous avoir suivis et on sera là, bien évidemment, fidèle au poste la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.